Chronique portant sur l'investissement en bourse et en crypto-monnaie faite lors du 16 décembre de l'année 2025. Tout d'abord, je vais parler de l'univers des crypto-monnaies. En fait, ce qu'on peut constater depuis plusieurs semaines, c'est que le Bitcoin est à la baisse. En fait, il a connu son plus haut sommet au mois d'octobre. Puis par la suite, il a descendu. À un moment donné, il a tombé. Ici, on voit 84 000. Ça a remonté un peu. Donc, bref, là, c'est sûr que ça va être un dossier à suivre pour voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines. D'un côté, je regarde des YouTubers. Il y en a qui disent, à cause de la baisse du taux d'intérêt de la Fédérale Réserve qui a eu cours la semaine passée aux États-Unis. Donc, Jérôme Powell qui a baissé le taux d'intérêt de 0,25%. Ce que ça peut faire, c'est que la liquidité va aller plus vers des marchés risqués que des obligations, comme par exemple des actions à la bourse, puis encore un peu plus risqué, c'est-à-dire la crypto. Donc peut-être que ça va faire en sorte que l'univers de la crypto, Bitcoin puis d'autres vont monter, mais je suis vraiment incertain. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai liquidé des positions que j'ai dans le domaine de la crypto parce que j'ai l'impression que le marché va être baissier là, dans les prochains mois. Donc, au niveau de la loi des cycles par rapport au cycle de 4 ans ponctué vers le halving, normalement, on s'en va vers une baisse. Donc, comme expérience, en fait, que j'ai vécu dans les derniers jours, ça a été de prendre des pertes. Parce que quand que le Bitcoin est monté à peu près 125 000 US, j'avais pris des fonds négociés en bourse qui se rapportaient à ça, que j'avais vendu. Puis je m'étais dit, après ça, il va y avoir probablement un creux, fait que je pourrais racheter plus bas dans l'optique de revendre plus haut. Mais là, je vois que le mouvement est plutôt baissier si on regarde le graphique à l'écran. Ce qui fait en sorte que finalement, j'ai rien fait. Je n'ai pas racheté de Bitcoin. Je me suis sorti d'Ethereum. Ethereum, ça a été ma naïveté aussi qui m'a, dans le fond, fait avoir des pertes puis de l'avidité. Comme là, on est au mois de décembre, c'est souvent l'occasion de faire des bilans par rapport à des investissements qu'on a faits. Donc, de faire le suivi pour voir qu'est-ce qu'on en est. C'est quoi les bons coups qu'on a pu faire, puis les moins bons coups aussi là, pendant l'année courante, là, naturellement. En fait, c'est sûr que l'enregistrement présent n'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Investir, naturellement, comporte des risques, chose que j'ai vécu parce que j'ai pris des pertes. Dans le fond, il y a plusieurs semaines, quand le Bitcoin s'est mis à baisser, je m'étais dit qu'il allait y avoir le ruissellement des capitaux, c'est-à-dire de Bitcoin vers Ethereum et d'autres petites capitalisations comme Solana, XRP. Donc, la plus grosse capitalisation dans le domaine des cryptos étant le Bitcoin à plusieurs milliards de dollars vers les autres. Mais c'est pas ça qui s'est produit à la différence de d'autres cycles. Et c'est là qui a été ma faille. Et ça a été de croire que qu'est-ce qui s'est passé dans le passé allait nécessairement se repasser dans l'avenir. Et j'aurais dû avoir en tête l'adage à l'effet que le passé n'est pas garant de l'avenir. Donc, ouais, ça a été mon. J'ai pêché par avidité. J'avais pris de l'Ethereum avec un effet de levier x2 dans les dernières semaines. Puis là, je me suis sorti de ma position avec des pertes d'à peu près 40%. Même chose pour Solana. Mais j'ai pas pris d'effet de levier x2. Là. J'en avais tout simplement pris, mais il était déjà haut il y a quelques mois. Même chose pour XRP. XRP, il y avait des gens qui disaient regardez, là, à partir du 22 novembre, ça va se mettre à monter. Parce qu'il y a des nouvelles favorables en lien avec les transactions interbancaires, parce que XRP est appelé à remplacer le système SWIFT au niveau international. Mais vous voyez, XRP, il n'y a pas eu de grand boom ou quoi que ce soit. Là. Je pense entre autres à une personne qui m'avait envoyé un courriel là, que XRP était censé augmenter de manière fulgurante, mais ça ne s'est pas déroulé. Donc j'ai pris mes pertes. Ça, c'est parce qu'après ça, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il faut être lucide. J'ai écouté une vidéo d'Alex Doyon. C'est un YouTuber. Puis, dans le fond, lui, ce qu'il expliquait, c'est que l'analyse présente que je fais en 16 décembre 2025 rejoint son propos.
c'est que les crypto-monnaies plus petites comme Ethereum, XRP, Solana sont corrélées par rapport au Bitcoin. Donc, si le Bitcoin baisse, habituellement, les autres baissent. Il faut penser comme ça, à mon avis, que c'est la manière la plus judicieuse de penser pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que si le Bitcoin se remet à augmenter l'année prochaine, en fin d'année 2026, ben ça se peut que XRP et Ethereum se remettent à monter. Et par contre, le point, c'est est-ce que ils vont reprendre où ce qui était rendu parce que des crypto-monnaies plus petites comme ça, comme Solana, dans le fond, si on regarde ça, ça peut aller très bas, là. Vous voyez, en 2023, il était à 20 à peu près. Là. Il était à 128 US, mais il était monté à 238. Fait que moi, j'ai l'impression que ça peut aller plus bas. Fait que pour éviter des pertes plus importantes, ben, c'est de se sortir. Il y a plusieurs jours, j'avais fait un enregistrement où ce que je parlais que j'avais pris un fonds négocié en bourse avec un effet de levier x2 misant à la hausse par rapport à Ethereum. Puis là, je me suis dit, ben, à partir peut-être d'octobre 2026, je vais me renflouer parce que le Bitcoin va peut-être se remettre à augmenter s'il suit la loi des cycles précédents ou après une période d'à peu près d'un an de baisse, ben, il se remet à monter. Mais c'est peut-être pas tout à fait ça qui peut arriver, puis c'est comme stupide de regarder quelque chose, un actif de dégringoler, parce que chaque fois qu'il perd 1%, ben le fonds négocié en bourse avec un effet de levier x2 mis à la hausse, il perd 2%. Donc je me suis sorti de là, j'ai pris des pertes, ça a été dur pour mon ego. Par rapport à différentes crypto-monnaies, j'ai fait des pertes d'environ 40%. Donc, B, mieux vaut ça que je sois dans des zones de 60-80% de pertes là, dans les prochains mois. Fait qu'à un moment donné, il faut stopper, comme on dit, l'hémorragie. On n'a pas nécessairement à vivre la descente aux enfers. B, c'est ça. Je dois dire que mon expérience crypto en ce mois de décembre 2026, le bilan que j'en fais, c'est que il aurait fallu que je sois un petit peu plus prudent. Cette année 2025, j'ai été trop audacieux en croyant, à partir de la croyance qu'il allait y avoir du ruissellement des capitaux. C'est ce qui m'a fait perdre présentement de l'argent. Par contre, j'ai fait de l'argent à d'autres niveaux. Le Bitcoin, j'ai fait au moins 50% de profit des fonds négociés en bourse que j'ai vendus. Sinon, en fait, j'ai continué d'investir sur le Nasdaq 100 avec, par exemple, XQQ. Donc, fond, je fais rien. Puis, vous voyez, XQQ, en un an, il a fait... c'est marqué 11,54% past year. Donc, bon, je pensais que c'était plus que ça. Bizarre. Parce que dans le fond, le Nasdaq 100 en tant que tel sur un an, vous voyez, c'est 13,44. Si je le mets sur 6 mois, ouais, c'est parce qu'il y a eu une baisse. 6 mois, vous voyez, il a fait 14,27. Puis l'autre, sur 6 mois, 13,38. Donc, Nasdaq 100, c'est des revenus. Quelqu'un qui investit avec un fonds négocié en bourse comme XQQ, la personne ne se casse pas la tête pour essayer de calculer les choses. J'ai dépensé beaucoup d'énergie avec le recul inutilement pour étudier le domaine de la crypto, alors que j'aurais dû y aller tout simplement avec les grandes lignes. Ça a été mon erreur, puis en plus j'ai perdu de l'argent, tandis que des choses, des fonds passifs comme là qui reproduisent les 100 plus grandes entreprises américaines, bon, mais ça donne du rendement. Là, c'est sûr, de l'année passée, à cause de la guerre des tarifs au mois d'avril, il y a eu une baisse importante ici que ça a fait un trou. Mais SQQ, dans les dernières années, il a peut-être donné un rendement moyen à chaque année d'à peu près 18%. C'est quand même bien. J'ai voulu surperformer ça à partir d'un portefeuille de gestion actif. En fait, ça s'appelle Granny Shot. Le lancer de grand-mère, là, où c'est la personne, c'est une image qu'ils ont faite amusante. Là, l'entreprise, c'est qu'ils prennent l'image d'une grand-mère qui prend le ballon, qui l'envoie entre ses deux jambes vers le panier de basketball. Là. Donc, pour faire des points. Dans l'optique que ça surperforme le Nasdaq 100, SP500, puis ce que je peux dire sur un an, vous voyez, ça fait 18,76% la gestion active. J'en ai pris un petit peu à titre indicatif, puis tandis que l'XQQ, un an, 11,54. Fait que ça a surperformé, oui, Granny Shot, mais
je vous dirais que je demeure quand même, dans le fond, je l'observe le fond pour voir à quel point c'est vrai qu'il va surperformer Nasdaq 100. Puis, ben, c'est plus à des fins d'études que je vous en parle, là, parce que c'est un fonds qui est quand même récent. Là, il date pas d'il y a 30 ans. Là, il date en fait all-time. Donc, on parle de 2024. Là. Mais c'est ça, il est quand même intéressant à prendre en considération. Mais habituellement, la gestion active, ça performe moins bien que la gestion passive parce que les êtres humains font des erreurs quand ils gèrent des portefeuilles. Tandis que la gestion passive comme XQQ, c'est auto-nettoyant. Donc, si à un moment donné, il y a un titre qui est plus à la mode ou qui fait faillite, il est enlevé puis il est remplacé par un autre. Sinon, en fait, je me prépare pour la période du Boxing Day. Donc, le Boxing Day, au niveau du commerce, c'est d'acheter des choses le lendemain du jour de Noël à rabais. Et pour ce qui est du domaine de l'investissement, entre le 26 décembre puis le 1er janvier, c'est souvent une période d'équilibrage de portefeuille où les gens vont prendre des pertes à des fins d'impôt, à des fins de fiscalité. Ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui vont vendre des titres qui ont moins bien performé dans l'optique par la suite de déclarer à l'impôt des pertes qui vont contrepenser pour des gains en capital qui ont été faits pendant l'année courante, c'est-à-dire l'année 2025. Donc, dans le passé, entre le 26 décembre et le 1er janvier, par rapport au jour d'ouverture de la bourse, ça se peut que la bourse soit baissière en relation avec ce phénomène. Et puis, l'année passée, il y avait une petite baisse là, pendant cette période-là. J'avais regretté de ne pas être embarqué sur la bourse. Fait que là, au moment où je vous parle, bien, on est le 16 décembre. Je me prépare là, par rapport à cette période-là. Donc, au lieu d'entrer progressivement sur la bourse en DCA, Dollar Cost Average, où à chaque semaine, je mets un petit peu d'argent, là, je me prépare à mettre un montant d'argent plus significatif entre le 26 décembre et le 30 décembre 2025, advenant qu'il y ait une baisse pour pouvoir en profiter et acheter des titres à rabais. Donc, c'est vers ça là, que je me prépare. Sinon, ben, pour l'année 2025, qu'est-ce qui a bien performé? Ben, naturellement, c'est l'or. Hein? Donc, si on va voir le prix de l'or sur un an, donc on voit que c'est clairement haussier. Là, il serait à peu près à 4277. Puis j'ai l'impression que naturellement, ça va continuer de monter. En fait, ce que j'ai pris en lien avec l'or, ProShares Ultra Gold UGL ETF sur un an, en fait, ça a donné 133,79%. Parce que c'est un fonds avec effet de levier x2 par rapport à l'or. Puis avoir su, pour être bien honnête avec vous, avec le recul que j'ai trop perdu de temps à essayer de comprendre l'univers de la crypto, Bitcoin, Ethereum, etc. J'aurais pu prendre tout simplement ce fonds-là, qui aurait donné quand même un rendement qui me permettrait de surperformer le Nasdaq 100. Donc, c'est sûr qu'XQQ qui se rapporte au Nasdaq 100 qui donne 11,54, puis l'autre, tu as un rendement de 133,79%, ben, c'est quand même intéressant. Puis là, présentement, puis les derniers mois, ben, on voit que c'est le silver qui est à la hausse, là, l'argent. Donc, là, j'ai embarqué finalement par rapport au silver. J'ai pris SLVU. Donc, qui est un fonds lié à l'argent. Fait que là, on voit que le mouvement est à la hausse, là, un an, 241%. Il y en a plusieurs, là, en fait, par rapport à l'argent. Il y a ProShare Ultra Silver, un an, 252,64%. Lui, c'est un effet de levier x2. Là, c'est sûr que si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, ben, ce qui surperforme l'or présentement, dans le fond, c'est vraiment le silver, là, l'argent, parce que l'argent, il était ici à 37 $ puis il est tombé à 62,94 $. Puis en écoutant parler Yves Hussereau,
avec André Pritt de Lux Media, ben, il laisse entrevoir que ça va continuer, là, ces hausses-là. Donc ça va être un dossier à suivre intéressant pour l'année 2026. Donc en termes de potentiel haussier avec des montées importantes, ben moi j'ai l'impression que l'or va continuer, puis l'argent aussi pour 2026. Fait que ça va être des dossiers intéressants à suivre. Sinon, en termes d'investissement, ben c'est sûr que, honnêtement, je suis heureux de ne pas avoir tout misé sur le domaine de la crypto, puis d'être joué un petit peu plus safe là, en misant sur le Nasdaq 100, parce que ça donne de la constance, même les rendements sont moins importants, mais ça prend moins les baisses. Puis sinon, ben, je continue d'investir en lien avec Passive Income Investing, le canal YouTube d'Adrian, qui, dans le fond, au fil des ans, présente son portefeuille d'investissement tous les mois, qui augmente de manière considérable. Bon, cette année 2025, je suis content d'avoir pris Tesla, TSLY-T. En 6 mois, il y a eu une augmentation quand même spectaculaire, là, 31,17. En fait, c'est avec un effet de levier, fait que ça peut monter puis baisser beaucoup. À la base, il était à 12,61 le fonds quand il est parti au début de 2025. Ensuite, il a baissé, mais quand je l'ai pris, il était à 5 et quelques. On commençait à en prendre à 5 et quelques au mois d'avril. Fait que là, moi, en tant que tel, j'ai connu plus une hausse. Présentement, c'est sûr que l'action de Tesla est élevée. Là, au moment où on se parle, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur moment pour entrer, mais c'est une action qui est très volatile. Elle varie beaucoup. Donc, c'est intéressant. Puis le revenu passif qui est généré par Tesla, c'est à peu près 36% sur un an. Fait que c'est quand même intéressant. Bon, ma vision des choses demeure la même au fil du temps, c'est-à-dire que d'aller chercher des trucs qui performent comme l'or, l'argent, qui permettent de faire croître le capital, puis ensuite d'investir éventuellement par rapport à des fonds négociés en bourse avec option d'achat qui donnent des revenus passifs, un peu comme quelqu'un qui est propriétaire d'immeubles à revenus. Bon, ben, il y a des revenus qui rentrent à chaque mois. Bon, ben, moi, par rapport à Tesla, je l'expérimente à un certain niveau, ça rentre à chaque mois. Puis ensuite, c'est un peu plus risqué que d'autres fonds, mais je peux prendre l'argent et réinvestir dans HHIS qui se rapporte à 19 entreprises différentes, qui est un des fonds vedettes de la compagnie Harvest, là, qui est à mon avis le meilleur rapport coût-risque-bénéfice, si on peut dire, parce que ça donne à peu près 24% de rendement par année. C'est quand même intéressant, là. Quelqu'un qui fait croire du capital, disons que la personne se ramasse avec 100 000, bon, ben 24%, ça fait 24 000 $. Quelqu'un à 200 000, ça fait 48 000 $. Si l'argent est mis dans un compte de type CELI, libre d'impôt, bon, ben sur les revenus passifs qu'elle a chaque mois, qui lui permet d'avoir 48 000 $ par année, elle n'a pas à payer d'impôt là-dessus lorsqu'elle encaisse l'argent. Donc, c'est quand même intéressant comme potentiel. Si la personne fait croître la valeur du capital qu'elle a, c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2025, par rapport à un compte CELI, bon, la personne qui avait 18 ans et plus en 2009, elle peut avoir à peu près ses 102 000 $ dans un compte CELI qu'elle a investi. Mais l'argent dans le compte CELI peut croître davantage que ça. Quelqu'un peut avoir fait des cotisations pour 102 000 $, mais ça peut valoir 1 million. Donc ça, c'est un élément important à prendre en considération. Toujours bien se renseigner par rapport aux règles fiscales, parce que ça peut faire la différence entre vivre l'autonomie financière ou pas. Bref, c'est ça, ouais. J'ai été audacieux en prenant Tesla. Je suis heureux par rapport au moment où je l'ai pris, que ça m'a permis de faire de l'argent. Là, je suis un peu plus conservateur. J'ai liquidé cette année 2025 une partie de ma position par rapport Tesla-C, qui se rapporte à l'entreprise Tesla, pour investir plus dans HHIS, qui est moins risqué. J'ai amorti le risque sur 19 entreprises différentes qui composent ce fonds-là, dont des géants du web, là, comme par exemple Apple, Microsoft, qui donnent des bons rendements. Là. Moi, ce fonds-là, il donne 24% de rendement à peu près par année. Moi, je trouve ça très bien là, par rapport à la nature du niveau du risque. Sinon, ben, je voulais vous proposer d'écouter la vidéo suivante, des stratégies d'investisseurs pour vraiment devenir riche
Bon, il y a une question avec le gars ici, il s'appelle Tony, qu'il est parvenu à l'autonomie financière. Il a développé une chaîne sur YouTube. Puis dans la vidéo, ben, on voit que les deux gars, ils ont du cheminement. Là. Ils ont parlé de qu'est-ce qu'ils ont fait au fil des ans pour s'enrichir, que ce soit l'investissement en immobilier, à la bourse, etc. Même dans le domaine des cryptos. Puis sinon, ici dans la vidéo, Tony, ça s'appelle Une vie de liberté, sa chaîne YouTube. Là, il parle des 14 choses que personne ne te dit quand tu deviens riche. Fait que lui, ce qui est intéressant, c'est que il est question qu'il est parvenu à l'autonomie financière, mais il parle un petit peu des inconvénients que ça peut avoir, voir l'autre côté de la médaille. Parce que c'est souvent intéressant de regarder des YouTubeurs, comme ce soit Adrian ou il y en a d'autres qui parlent de la croissance de leur capital au fil des ans. Puis il y a un développement exponentiel qui se fait, parce que lui, Adrian, est rendu aujourd'hui à peu près à 2,4 millions de dollars. Puis il a commencé à aborder son portefeuille sur YouTube lorsqu'il était à 600 000. Puis les fonds qu'il prend, en effet, je trouve que ça donne du rendement, de la performance, donc je trouve ça intéressant. Puis là, ici, on a le cheminement de Tony, donc ça donne une autre perspective. Puis sinon, ben, je continue toujours de regarder de fois de temps en temps sur Lux Media les vidéos de Yves Usuro interviewé par André Pitt, où eux autres abordent entre autres les métaux qui sont haussiers, que ce soit l'or, l'argent. Donc les métaux, en fait, pour l'année 2025, à mon avis, ça a un potentiel plus... 2026, pardon, qui s'en vient, ça a un potentiel nettement plus grand que le domaine des cryptos. Les cryptos, moi, je pense pas que ça revienne avant fin 2026-2027, s'il y a un potentiel haussier. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis sorti de cet univers-là, des cryptos avec des pertes. Mais je suis gagnant sur d'autres plans, là, comme investir le Nasdaq 100, mes trucs de revenus passifs. J'explore beaucoup. Là. Au moment où je vous parle, je suis beaucoup en exploration par rapport à différents produits d'investissement. J'étais dans cette dynamique-là l'année passée, en 2024. L'exploration n'est pas encore finie pour moi. Mais à travers l'expérimentation, puis de voir comment que les fonds se comportent avec le temps par rapport à différents paramètres économiques, en termes, entre autres, de macroéconomie, puis l'impact, par exemple, des tarifs de Trump, ça me permet de mieux comprendre comment ça fonctionne à travers l'expérience. C'est sûr que mon expérience n'est pas concluante à 100%. Là, j'ai eu des pertes, mais j'ai eu beaucoup d'apprentissage. Et là-dessus, ben, je suis quand même content. Mais grosso modo, je me tire quand même assez bien de mon expérience d'investissement. Là. Je suis plus en gain qu'en perte là, globalement là, par rapport à tout ce que j'ai investi. Là, depuis que je me suis ouvert un compte là, dans le fond, où est-ce que je peux acheter des actions ou des fonds négociés en bourse par moi-même, un compte autogéré. Là, j'utilise présentement la plateforme Disnat depuis à peu près le mois de juillet 2024. Non, je suis satisfait de mon expérience. Fait que là, j'étais à peu près en zone dans le fond, de pourcentage de rendement d'à peu près 40% sur un an. C'est quand même, à mon avis, bien. Mais je risque toujours à m'améliorer. Donc, voilà où ce que j'en suis. Je vous remercie de votre écoute en vous rappelant en terminant que l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je le fais plutôt à des fins d'études. Je ne suis pas conseiller en investissement. Et je vous rementionne qu'investir comporte des risques. Entre autres que ça baisse, comme je l'ai vu, avec les altcoins, les crypto-monnaies associées à Bitcoin. Donc, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.